Où est la carte bancaire? Laisse-moi m'en occuper, dit Scott, d'une voix calme mais avec un ton autoritaire. J'étais allongée à l'hôpital, luttant contre le cancer, faible et fatiguée des traitements. Son visage affichait un petit sourire triomphant tandis qu'il prenait la carte, ce qui me mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui suggérait qu'il avait peut-être ses propres plans maintenant qu'il avait ma carte bancaire. Juste pour que tu saches, il y a 800 000 $ sur ce compte. Utilise-la avec prudence, dis-je, essayant de lui faire confiance en tant que mon mari. Je m'attendais à ce qu'il soit à mes côtés, mais j'avais aussi un plan en tête. J'avais tout prévu et décidé de lui faire confiance, malgré ce risque. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée chez moi pour récupérer quelques affaires, mais ce que j'ai trouvé m'a choqué, une demande de divorce posée sur la table. Mon cœur s'est effondré, confirmant mes craintes. Scott avait emporté la carte bancaire, ainsi que tout ce que nous avions construit ensemble. Mais au lieu de me sentir vaincue, j'ai vu cela comme le début de mon propre plan pour réagir. Je m'appelle Shirley, j'ai 50 ans, et voici mon histoire. Lorsque je me suis mariée avec Scott, je pensais avoir un mari merveilleux. Il semblait gentil et attentionné. Les 3 premiers mois, notre mariage a été tranquille, mais les choses ont rapidement changé. Ses véritables intentions ont commencé à apparaître. Scott agissait comme si une femme devait toujours mettre son mari en premier, quoi qu'il arrive. Cette attitude a lentement révélé un côté plus sombre de sa personnalité. Il est devenu dur et exigeant, utilisant ses mots comme des armes. Sa phrase préférée était « Une femme doit toujours écouter son mari ». Chaque fois que je ne faisais pas exactement ce qu'il voulait, il m'attaquait avec des insultes, me faisant me sentir comme un échec. Il avait même des exigences spécifiques concernant les tâches ménagères. Il insistait pour que je lave ses vêtements séparément et nettoie sa chambre avant de faire quoi que ce soit d'autre dans la maison, peu importe à quel point j'étais occupée ou fatiguée. Même les repas faisaient partie de ses exigences. Il disait, le travail d'une femme est de faire ce que son mari veut. Mais parfois, il ne mangeait même pas la nourriture que je préparais, pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il n'en avait pas envie, sans même me prévenir. J'étais frustrée et épuisée par son comportement. J'avais l'impression de marcher sur des œufs, essayant de lui faire plaisir mais n'y parvenant jamais. Chaque erreur que je faisais empirait les choses à la maison, augmentant la tension entre nous. Vivre ainsi me fatiguait. Un jour, alors que je faisais les tâches interminables qu'il exigeait, je me suis sentie étourdie et j'ai perdu connaissance. Je me suis effondrée avec un bruit fort qui a effrayé notre voisin. Il a appelé le syndic de l'immeuble, qui est venu vérifier et a immédiatement appelé une ambulance. Je me suis réveillée à l'hôpital, réalisant enfin combien de stress et d'épuisement j'avais supporté. À ce moment-là, j'ai su qu'il était temps que je prenne le contrôle. Dès que je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été admise pour des examens. J'espérais qu'ils ne trouveraient rien de grave, mais mes espoirs se sont vite dissipés. Les médecins m'ont diagnostiqué un cancer, ce qui m'a profondément bouleversée. Je ne savais pas si c'était dû au stress, mais je savais que j'étais dans une situation terrible. Je me sentais tellement étourdie que j'avais du mal à tenir debout, et une infirmière a dû me soutenir pour m'aider à m'asseoir. Le médecin m'a suggéré de contacter ma famille, alors j'ai essayé d'appeler mes parents. Cependant, ma mère était décédée il y a quelques années, et mon père vivait désormais avec mon frère et sa femme, à 5 heures d'avion. Il ne pouvait pas venir rapidement. Me sentant impuissante, j'ai décidé d'appeler mon mari, Scott. Je lui ai laissé un message, mais il n'a pas répondu. Il semblait avoir désactivé les notifications de mes messages, donc il ne les avait peut-être pas vus immédiatement. Le médecin m'a conseillé de ne pas tenter de prendre mes affaires à la maison seule, alors j'ai abandonné cette idée, bien que j'aie besoin de vêtements de rechange et de quelques articles de toilette. Des heures plus tard, Scott m'a enfin envoyé un message court disant « Je vais à l'hôpital demain. Attends-moi ». Son message semblait froid et désintéressé, et je me suis demandé s'il allait amener mes affaires. Je lui avais demandé plusieurs fois de m'apporter mes affaires ce jour-là, mais il n'avait pas répondu. Mon besoin était urgent, car je n'avais rien avec moi à l'hôpital. Après des heures d'inquiétude et d'attente, il a enfin lu mes messages et envoyé une réponse choquante, « Tais-toi et reste tranquille ». Sa réponse était si douloureuse, surtout sachant que j'étais à l'hôpital avec un diagnostic de cancer.
Je me suis sentie déçue, mais je n'aurais pas dû être surprise. Scott n'avait jamais montré beaucoup d'affection, mais une partie de moi gardait encore un petit espoir. Le premier jour à l'hôpital a été difficile, aggravé par l'absence de soutien de Scott. Les infirmières ont vu ma souffrance et ont essayé de me réconforter, mais leur gentillesse ne faisait que me rappeler ce qui manquait dans mon mariage. Le lendemain, vers midi, Scott est enfin arrivé. Il m'a regardé et a dit nonchalamment, « Tu as l'air en meilleure forme que ce que je pensais. Je pensais que tu serais plus fragile. » Son commentaire m'a fait mal, et je n'ai pas pu cacher ma colère. « Pose les sacs et pars, lui ai-je dit en essayant de garder mon calme. Scott semblait confus. « Quel sac ?» a-t-il demandé, comme s'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Ma frustration a augmenté, il n'avait même pas amené mes affaires alors que je lui avais clairement dit que j'en avais besoin. Je l'ai regardé avec colère, incapable de cacher mes sentiments. Il a remarqué mon regard et a grogné, « Qu'est-ce qu'il y a avec ce regard ?» Son indifférence me poussait à bout, mais j'ai pris une grande respiration et j'ai essayé de garder mon calme. « Si tu n'as pas apporté mes affaires, pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé, sentant un mélange de tristesse et de frustration. Scott a répondu à ma question irritée d'un ton détaché, « J'avais un autre engagement. » Un autre engagement ? Qu'est-ce qui était si important, ai-je demandé, me sentant épuisée après une nuit sans sommeil et pleine de stress. J'ai attendu, le regardant hésiter, comme s'il décidait s'il devait me dire la vérité. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, ai-je insisté. Finalement, il a laissé échapper un petit rire et a dit, « Où est la carte de retrait ? Laisse-moi m'en occuper. Fais-moi confiance. » Son véritable but est devenu clair à ce moment-là. Il n'était pas venu ici par souci pour moi, mais pour prendre le contrôle de la carte et s'emparer de nos économies. Son égoïsme, même dans cette situation, m'a profondément attristée. Cependant, Scott est resté là, souriant comme si de rien n'était. Incapable de supporter davantage son comportement, j'ai pris une décision. « Il y a 800 000 $ sur ce compte, lui ai-je dit fermement. Prends en soin. » Les yeux de Scott brillèrent de surprise et de cupidité. Pour donner un contexte, Scott et moi travaillions tous les deux dans des bureaux avant notre mariage, et à l'époque, nous ne gagnions pas beaucoup. Alors, d'où venait cette somme de 800 000 $? La réponse était les actions. Après être devenue femme au foyer, j'avais commencé à investir en bourse sur les conseils d'un ami. Je l'avais fait discrètement tout en m'occupant de la maison, et j'avais récemment réalisé un gros bénéfice. Au départ, je voulais garder cet argent secret, craignant ce que Scott pourrait faire s'il le découvrait, mais maintenant, mon désir de vengeance m'avait poussé à lui en parler. Voir sa réaction avide confirmait mes soupçons. « Le carte de retrait est dans le 3e tiroir de l'étagère, dis-je avec un sourire doux. Tu peux la prendre. » Scott semblait stupéfait, mais se remit rapidement. « Compris, » répondit-il avec enthousiasme. Il était clair qu'il pensait avoir gagné, sans se rendre compte qu'il était tombé dans mon piège. « Je vais te laisser tout ça, » dis-je, alors qu'il sortait de la pièce, visiblement excité à l'idée de mettre la main sur l'argent. Ce qu'il ignorait, c'est que retirer une somme aussi importante prendrait du temps. Les banques étaient fermées ce jour-là à cause d'un jour férié, et Scott aurait du travail le matin suivant, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas accéder à l'argent immédiatement. Cela me donnait l'occasion parfaite pour mettre mon plan à exécution. J'ai parlé à mon médecin et obtenu l'autorisation de sortir brièvement de l'hôpital. Demain serait le jour où ma vengeance commencerait. J'avais hâte. Le lendemain, je suis allée chez moi sous prétexte de récupérer quelques affaires, mais ma véritable raison était de vérifier autre chose. En entrant dans le salon, j'ai remarqué 3 papiers sur la table, une demande de divorce et une lettre écrite à la hâte. La lettre disait « Désolé pour la précipitation, mais nous allons divorcer. Merci de signer et de remettre les papiers de divorce. » J'ai vérifié l'étagère et confirmé mes soupçons, la carte de retrait avait disparu. Scott l'avait prise. La plupart des gens seraient dévastés de perdre une telle somme, mais au lieu de cela, un petit sourire se forma sur mon visage. « Mission accomplie », murmurai-je pour moi-même. Si Scott avait été là, il aurait été furieux, exigeant de savoir ce que je voulais dire par là. J'ai commencé à remplir la demande de divorce, mettant fin officiellement à notre relation.
Ensuite, j'ai préparé l'essentiel dont j'avais besoin pour mon séjour à l'hôpital. Quitter la maison que nous avions partagée pendant des années était étrange, mais je ne me suis pas retournée. En partant, j'ai remis la demande de divorce, assurant que nos liens étaient bien coupés. De retour à l'hôpital, je me suis préparée pour les nouveaux défis à venir, en discutant avec mon médecin de mon traitement et de ce que je devais attendre. Plus tard, alors que je me reposais dans ma chambre d'hôpital, j'ai remarqué plusieurs appels manqués sur mon téléphone portable, tous de Scott. Il avait également envoyé plusieurs messages, la plupart demandant comment retirer l'argent. Pour ne pas déranger ma colocataire, je suis allée dans l'espace commun de l'hôpital, où les appels étaient autorisés, et j'ai retourné son appel. Enfin! Je ne peux pas retirer l'argent, dis-moi comment faire, dit Scott, semblant plus désespéré que je ne l'avais imaginé. Il semblait avoir un besoin urgent des 800 000 $, mais je n'avais aucune envie de l'aider. Si tu ne peux pas retirer, alors abandonne, répondis-je, gardant une voix calme et froide. Ne sois pas aussi dur, supplia-t-il. Nous étions mari et femme, après tout. Peut-être devrions-nous nous aider. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mari et femme s'aidant ? Ces mots semblaient dénués de sens. Les actions de Scott avaient montré qu'il ne se souciait que de lui-même, et je savais qu'il était uniquement motivé par la cupidité. « Tu as vraiment des difficultés à retirer l'argent ?» demandai-je, essayant de garder un ton neutre. « Oui, » répondit-il, avec un ton désespéré. « J'ai vraiment besoin de ces 800 000 $. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. » L'entendre aussi désespéré était quelque chose de nouveau. C'était presque drôle de l'entendre, lui qui avait toujours été si contrôlant, se sentir maintenant aussi pris au piège. J'ai presque ri, mais je me suis retenue et décidé de dire la vérité. « La méthode que tu essaies est correcte, » lui dis-je, laissant les mots s'enfoncer. « Mais la carte de retrait que tu as maintenant, elle ne fonctionnera plus. » Il y eut un silence au bout du fil pendant qu'il traitait ce que je venais de dire. La carte qu'il avait prise ne lui permettait plus d'accéder à l'argent. Je pouvais imaginer le choc sur son visage en réalisant qu'il était tombé directement dans mon plan. J'ai parlé clairement. « La carte ne fonctionnera plus, » dis-je, écoutant l'incrédulité dans la voix de Scott. « Que veux-tu dire par là ?» rétorqua-t-il. « Une carte de débit devrait simplement fonctionner. » « Oui, normalement, elle fonctionnerait, » répondis-je, « mais celle que tu as maintenant est inutile. » « Pourquoi ?» exigea-t-il, semblant choqué et frustré. « Parce que j'ai signalé la carte comme volée plus tôt aujourd'hui. Maintenant, la carte n'est qu'un morceau de plastique inutile pour toi, » expliquai-je calmement. Il y eut un silence au bout du fil pendant qu'il essayait d'absorber la nouvelle. Ce matin-là, j'étais allé à la banque et j'avais signalé la carte comme volée. Scott l'avait prise sans ma permission, pensant qu'il pourrait récupérer les 800 000 $ que j'avais économisés pour lui. Ses actions étaient claires, du vol, et j'avais tout à fait le droit de protéger mon argent. Maintenant, la carte qu'il possédait était bloquée, et il ne pouvait plus accéder à aucun de ses fonds. De plus, j'avais déjà soumis les papiers de divorce, coupant tout lien qu'il pensait encore avoir en tant que mon mari. Comment c'est de se faire tromper par la femme que tu as toujours méprisée ? Ne pus-je m'empêcher d'ajouter, avec une pointe de satisfaction. Je ne sais pas ce que tu voulais faire avec ces 800 000 $, mais je ne vais pas te donner cet argent dans ces circonstances. Un soupçon de désespoir envahit sa voix. J'ai besoin de cet argent maintenant. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, donne-moi l'argent. Son urgence était presque accablante, et j'ai ressenti une curiosité. Que pouvait-il avoir fait pour être aussi désespéré par une telle somme d'argent ? Pourquoi as-tu soudainement besoin de 800 000 $? Que se passe-t-il ? demandai-je, attendant sa réponse. Après une longue pause, Scott commença à expliquer. 3 jours plus tôt, lorsqu'il avait appris l'existence des 800 000 $, il avait démissionné de manière impulsive, espérant avoir accès à mes économies. Il avait commencé à dépenser de façon imprudente, allant jusqu'à parier, et avait rapidement accumulé une dette de 600 000 $. Maintenant, les créanciers exigeaient qu'il rembourse la dette en 1 semaine, sinon les conséquences seraient sévères. Il avait supposé qu'il résoudrait tout avec ma carte de débit, convaincu que l'argent était déjà le sien. Scott continua,
me racontant comment il avait vécu de façon luxueuse, en pensant qu'une fois qu'il aurait la carte, tout serait réglé pour la vie. Mais lorsqu'il avait tenté de retirer l'argent, il avait réalisé que la carte était bloquée. Maintenant, sans accès aux 800 000 $, il se retrouvait dans une situation difficile. Mon avenir est ruiné sans cet argent, admit Scott, sa voix pleine de désespoir. Il abandonna les papiers de divorce qu'il avait laissés sur la table et, sans vergogne, vint me demander de l'aide, espérant que j'aurais pitié de lui. Mais après tout ce qu'il avait fait, je ne ressentais aucune douleur pour lui. La voix de Scott tremblait de peur. Je ne sais pas ce qui va se passer si ça continue, dit-il, semblant vraiment paniqué. Il était clair qu'il ne mentait pas. Ses actions imprudentes l'avaient finalement rattrapé. Il s'était laissé emporter par la débauche, dépensant 600 000 $ en quelques jours, aveuglé par l'idée de l'argent facile. Je soupirai profondément. Là, moi, d'autrefois, celle qui avait supporté son comportement terrible et essayé de maintenir la paix aurait peut-être ressenti de la pitié et l'aurait aidé. Mais j'étais différente maintenant. L'amour que j'avais ressenti pour Scott avait disparu depuis longtemps, remplacé par une indifférence totale. Peu importe combien il implorait, je n'éprouvais aucune pitié. Si quelque chose, je ressentais un léger amusement en voyant qu'il pensait que je me soucierais assez de lui pour l'aider. Mais Scott continua de supplier. « S'il te plaît, tu es la seule qui me reste, implora-t-il. Ses appels constants agaçaient mes nerfs. Je voulais me libérer de ce fardeau et me concentrer sur ma guérison. Ce bordel était entièrement de sa faute, et je n'avais aucune raison de l'aider. Si tu avais montré ne serait-ce qu'un peu de considération pour moi en tant qu'époux et m'avais apporté mes affaires quand je l'ai demandé, peut-être que j'aurais envisagé de partager un peu des 800 000 $ avec toi, dis-je. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pensé qu'à toi-même. Je gardai un ton ferme. Désolé, mais je n'ai aucune intention de te donner les 800 000 $ ni de t'aider à sortir de ce pétrin. C'est ta responsabilité de gérer les conséquences. Le désespoir de Scott augmenta. Ne sois pas aussi cruel. Après tout, nous étions mariés. Tu ne peux pas simplement effacer tout ce que nous avons eu à cause d'un bout de papier. Quelle relation, rétorquai-je, ma voix tranchante. Tu t'es toujours appuyé sur moi, profitant de chaque occasion. Maintenant, tu essaies de me manipuler pour obtenir ce que tu veux. Je refuse de perdre plus de temps avec toi, et je ne vais pas te donner les 800 000 $, peu importe ce que tu dis. La voix de Scott devint frénétique. Et s'il te plaît, Shirley, je t'en supplie. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Si tu me laisses, je ne sais pas ce qui va se passer. Ces mots avaient un ton de culpabilité, comme si j'étais en quelque sorte responsable de sa situation. Mais la vérité était évidente, c'était lui-même qui s'était mis dans cette situation. S'il ne s'était pas laissé aller au luxe, s'il ne m'avait pas exclu de ses plans, il ne serait pas dans ce pétrin. C'était entièrement de sa faute. Arrête de trouver des excuses, répondis-je, ma voix ferme et froide. Tu fais face aux conséquences de tes propres choix. Résous cela toi-même. Avec cela, je mis fin à la conversation, sentant un poids se lever de mes épaules. Scott avait creusé ce trou, et maintenant il devrait trouver son propre moyen d'en sortir. Pour la première fois, j'étais libre de me concentrer sur moi-même et sur ma guérison. Je terminai l'appel avec un message ferme et définitif pour Scott. Lorsqu'il continua d'appeler, je l'ignorai et finis par bloquer son numéro pour interrompre toute communication future. Avec les papiers de divorce déposés et acceptés, Scott et moi n'étions plus liés de quelque manière que ce soit. J'étais officiellement libre de lui. Soulagé, je me concentrai entièrement sur ma lutte contre le cancer. Ce fut un parcours difficile, plein de traitements et de défis, mais j'ai finalement triomphé. Lorsque j'ai été libérée de l'hôpital, je me sentais comme une nouvelle personne, prête à recommencer. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai appris par un ami que Scott avait disparu. Désespéré après avoir perdu tout contact avec moi et n'ayant aucun accès à l'argent, il avait tenté d'emprunter à sa famille et à ses amis. Il avait supplié pour obtenir 600 000 $, mais ses appels urgents avaient rendu les gens méfiants, et personne n'était disposé à lui prêter un centime. Ce qui lui est arrivé ensuite m'était inconnu, mais il semblait qu'il traversait plus de difficultés qu'il n'aurait jamais imaginées.
Apprendre cela m'a procuré un sentiment de clôture et de satisfaction. Après ma guérison, j'ai décidé de quitter la maison que j'avais partagée avec Scott. J'ai trouvé un nouveau lieu où vivre, un endroit paisible et entièrement à moi. J'ai aussi commencé à travailler à domicile, profitant de l'indépendance et de la liberté que cette nouvelle phase de ma vie m'apportait. Mes finances étaient sécurisées, et je me sentais reconnaissante d'avoir le contrôle de ma vie à nouveau. Parfois, mes amis me demandaient si je prévoyais de rencontrer un nouvel amour ou d'envisager de me remarier. Les souvenirs de ma période douloureuse avec Scott ont rapidement mis fin à toute idée de mariage. J'ai appris à apprécier ma liberté, et j'adorais la paix de vivre seule. Dans ma nouvelle maison, je me sentais à l'aise et en paix, avec un nouveau départ devant moi. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.